Ah merde alors, comment on dit Comment ça ça merde alors? But alors you are French? C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Bienvenue dans ce nouveau débat du Saloon consacré à Woman in the Window, ou La femme à la fenêtre en français, qui est désormais disponible sur Netflix. Ce thriller adapté du roman d'A.J. Finn prend ici la tournure d'un hommage direct à Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock, ou presque. Il met en tout cas en scène Amy Adams dans la peau d'une psychologue en dépression qui ziote depuis sa fenêtre ce qui se trame chez les voisins, parmi eux Gary Oldman, Julianne Moore ou Jennifer Jason Leigh. Au-delà de son pitch et de son casting attrayant, pourquoi s'intéresse-t-on à ce film, me direz-vous ? Pourquoi ? Eh bien, avant tout, puisqu'il est signé du réalisateur So British, Joe Wright, qu'on aime beaucoup ici. Pour Orgueil et Préjugés, Reviens-moi, Anna Karenine ou Les Heures Sombres. À noter d'ailleurs, je vous l'annonce ici, qu'à l'occasion de la sortie de Woman in the Window, eh bien, on va consacrer une émission carrière à Joe Wright et revenir sur toute sa filmographie. C'est pour bientôt, et ce sera d'ailleurs avec les mêmes cinéphiles qui m'accompagnent aujourd'hui, à savoir Patrick Danton. Salut Patrick. Salut. Est-ce que, Patrick, tu aimes regarder tes voisins ? Est-ce que j'aime... Non, j'ai pas vraiment de voisins, en fait. Ah ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai que C'est là, on est en incroyable. campagne. On est chez toi, d'ailleurs. Ouais, voilà. On est en Donc, campagne et tout. C'est voilà. vrai qu'on voit pas, en tout cas, les autres fenêtres. Voilà, et même si c'était le cas, je ne le lirais pas ici, sur ces ondes. Est-ce que Florian Pouplin est plus voyeur ? Oui, D'accord. c'est passionnant ce qui se passe chez moi. C'est vrai. ça m'étonne. Eh ben, ça a l'air, Ouais, en tout cas. Tu sais, ça m'étonne pas de toi. Ça. Ah non, je sais, que veux-tu hein. Thibaut Ducret, Bonjour. est-ce que ça t'est arrivé de voir des choses folles depuis ta fenêtre ? Mais bien sûr, j'habite à la campagne, donc forcément qu'on est constamment en train de s'observer tous les uns les autres. Et oui, il se passe des choses absolument incroyables. Des vaches qui déroulent sur la Notamment. route, etc. Bon, bienvenue à tous les trois. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Et si vous êtes prêts, les amis, le débat sur Woman in the Window, eh bien, c'est parti. Bonjour mes voisins! Et on va chier! Oui, va chier aussi! On l'aura attendu, ce Woman in the Window, après une production un peu houleuse par la 20th Century Fox, dont c'est le dernier film avant le rachat par Disney, notons-le, qui a demandé des reshoots incessants. Eh bien, le film a eu du mal à sortir. Les projections test étaient désastreuses et Disney ne savait pas comment sortir le film. Prévu initialement pour 2019, ça remonte, vous voyez. Eh bien, il a été repoussé une première fois à mai 2020, puis, en raison de la pandémie qu'on connaît, a été repoussé une deuxième fois à 2021 avant d'atterrir finalement sur Netflix, ce qui est un peu le sort de pas mal de films en ce moment. Du coup, film malade à première vue, mais réalisé par Joe Wright. Du coup, ça vaut quoi ? Roulement de tambour, Thibaut Ducret. Alors écoute, ça vaut quoi ? Ça vaut que, je pense que j'irai pas prétendre que c'est le meilleur film de Joe Wright. Très, très clairement. Patrick fait les gros yeux. Non, vas-y. Tu penses que c'est le meilleur film de Joe Wright ? Non, c'est pas son meilleur, mais en même temps, ce type a réalisé plusieurs chefs-d'œuvre, donc on peut pas lui demander d'être partout à la fois. Je note quand même, qu'on ne s'est pas dit nos avis avant de commencer cet épisode. C'est vrai, donc on découvre tout. Thibaut a aucune idée de ce que pense Patrick du film et inversement, etc. Voilà. C'est très stressant d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui va suivre. Mais non, je ne pense pas que c'est son meilleur film. Il y a quelques soucis, notamment dans le final. Voilà, on pourra revenir là-dessus. Malgré tout, je trouve que c'est un exercice de style assez fascinant. Ce qui est fascinant chez Joe Wright, c'est que c'est un gars qui est vraiment passé par plusieurs genres différents et qui a à chaque fois une approche très originale et assez inattendue. Là, c'est encore le cas ce coup-ci parce qu'on en a vu des relectures de Fenêtre sur cour. On avait eu Paranoïaque, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, avec Shia LaBeouf, où là c'était très plan-plan, et là il arrive malgré tout à proposer quelque chose d'assez inédit, je trouve, malgré tout, d'assez propre à lui-même, à son cinéma, et en fait pour moi c'est un peu comme un Panic Room de Fincher, où c'est pas le meilleur film de son cinéaste, mais c'est un traitement du genre assez original, où il s'amuse aussi avec les possibilités de ce genre, avec ses codes, avec les possibilités de son scénario aussi, et il fait quelque chose de très efficace. Très efficace pour Thibaut Ducret. Patrick Danton, est-ce que tu dis mieux ? Est-ce que tu es team Thibaut sur ce coup-ci ou pas ? Alors, je suis assez team Thibaut quand même. Ah, donc c'est gros yeux finalement. Non, mais un des meilleurs du réalisateur, j'aurais peut-être pas été jusque-là. Je disais justement pas que c'était un de ses meilleurs. Ouais, ok. Il faut monter. Bon, non, je trouve que le mystère fonctionne bien. L'histoire du film, son déroulement, on essaie de savoir qu'est-ce qui se passe, cette femme, qu'est-ce qu'elle vit, etc. et tout, qu'est-ce qui lui arrive, est-ce que c'est vrai ou pas, etc. et tout.
D'ailleurs, voilà, on a de nouveau la question de la vérité ou les points de vue qui sont très présents chez Joe Wright, aussi le thème de la culpabilité qui va venir, qui sont des choses assez intéressantes. Donc on retrouve Joe Wright, quoi. En gros, c'est Joe ce que Wright tu dis. aussi dans les thèmes mis en avant à travers le film, les scénarios, la réalisation, le scénario, la réalisation. J'ai juste un petit problème avec en fait le pourquoi du comment, la révélation qui finalement je trouvais un petit peu prévisible, mais surtout amené un peu, pas hyper finement, peut-être par le jeu ou par comment ça arrive, etc. Et tout, ça m'a un petit peu fait bizarre, ça. Moi, voilà. Et puis en plus, surtout qu'il y a une espèce de discours un peu moralisateur par rapport au rôle de la femme dans sa famille, etc. Et tout, qui bien sûr est un peu évacué parce que le personnage qui a ce discours-là n'est pas le plus plaisant, on va dire, du film. Voilà. Mais voilà, c'est quelque chose qui a un petit moment qui m'a déplu. Donc au niveau du thriller, ça va. Maintenant, moi, les choses qui me plaisent dans le film, que je trouve plus intéressant, c'est en deuxième couche le portrait, le trajet de cette femme qui en fait doit apprendre à se reconstruire, à continuer, etc. et tout. Comment elle gère un certain traumatisme et ce genre de choses-là, où je trouvais vraiment ça très intéressant. Oui. Non, pas du tout, non, mais tu peux te finir. Je ne t'ai pas arrêté, Patrick. Et puis, voilà, Joe Wright aussi, on est dans un univers contemporain, l'action est quasiment concentrée, quasiment intégralement dans un immeuble, et je trouve qu'il trouve le moyen de faire bouger la caméra, de donner de l'ampleur, d'utiliser des travelling, des envolées, etc. Et puis, même si c'est le portrait d'une femme dépressive cloîtrée chez elle, il trouve le moyen d'y mettre de l'élégance quand même. Je ne sais pas, vous avez vu son peignoir, par exemple, oui, c'est vrai. Son peignoir de chambre, il est long, il descend les escaliers, on faisant clop comme ça dessus et tout. Enfin, il y a aussi cette recherche d'élégance qui sont présentes. Et puis Avant que tu déroules tout, quand même, on aimerait savoir si Florian se place de votre côté ou pas. Quand même. Moi je pensais que j'allais. Tu voulais tout dérouler, toi. Toute ton analyse. Moi, je pensais que c'est ce qu'on faisait. C'est vrai. D'accord. Florian, rapidement. Vas-y vite. Non, mais je veux dire, disons qu'on a envie de savoir qu'est-ce que vous pensez du film, puis ensuite on rentre dans les détails. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Florian. Alors, Team Thibaut. Et Team Patrick. Du coup. D'accord. On est assez d'accord. Alors, surprise. Voilà, d'accord. Une nouvelle fois, Joe Wright s'empare d'un genre et s'en sort très bien. Je rejoins tout le monde sur l'efficacité. Moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus emballé. J'ai vraiment eu des moments où j'étais, tu vois, un peu figé devant mon écran. Pas l'image, mais c'est super. Et même si c'est des choses, si c'est des ressorts narratifs vus et revus et parfois un peu faciles, et certes, on voit quelques rebondissements arriver, je trouve que Joe Wright arrive à les rendre plus subtils qu'à l'accoutumée en tout cas. Et évidemment, le travail, mais ça je vais y revenir plus tard, le travail sur la mise en scène et sur l'actorat, encore une fois. Et il propose des choses très très intéressantes sur ce genre, encore une fois, malgré la fin en demi-teinte aussi, je suis assez d'accord. Mais la fin en demi-teinte, pour moi, rentre dans ces étrangetés qu'on a l'habitude de voir chez Joe Wright, ou dans cette audace. Des fois, il prend le risque et si des fois ça passe pas trop, au moins on peut reconnaître la prise de risque qu'il a eue. Et voilà. Moi, c'est un film qui m'a assez étonné, parce que je m'attendais pas à le voir là-dedans, encore une fois, comme presque tous ces films en fait. Et toi, Alexandre, alors Non, mais Alexandre, je suis très très surpris. Tu pensais qu'on avait tous détesté? Non, pas du tout, mais au vu de... Alors, je vais briser le silence et je vais dire que je suis d'accord avec vous tous. Et du coup, c'est ça qui m'étonne. Parce que ce film a reçu tellement de critiques négatives. Mais si on regarde là, depuis que le film est sorti, donc le 14 mai dernier... Mais il s'est pris un tollé sur la toile, mais public et critique. Moi j'ai vu apparaître plusieurs fois le terme de navet. Moi aussi, j'ai vu vraiment navet. Et donc du coup, moi j'ai aimé le film, voire beaucoup à certains moments. Et du coup, je me disais, sur 4 personnes, je suis sûr qu'on va, même si on a souvent des goûts, on va dire, plutôt similaires, et puis que sur Joe Wright, c'est vrai voilà, vous l'entendrez dans notre émission, on a quand même pas mal d'affinités similaires et tout, mais
Je m'attendais à ce qu'il y ait au moins une personne qui soit négative sur ce film. Donc du coup, effectivement, je vous rejoins tout à fait, tous les trois les amis, dans ce que vous avez dit. Peut-être parlons de cet hommage Hitchcockien, parce que là, plus flagrant, tu meurs. C'est-à-dire que l'hommage à Rear Window, il faut arriver à le dire, c'est compliqué, mais Fenêtre sur cour, ce chef-d'œuvre donc de Hitchcock, eh bien, il est clair, parce que on a aussi une femme cloîtrée chez elle qui va regarder ses voisins et qui va constater un meurtre à un moment donné. Est-ce que ce meurtre est réel ou non? Ça va être toute la question du film. Quels personnages sont vrais et quels personnages peut-être appartiennent à son imagination? Parce que donc on a une femme psychologue dépressive, etc. Ça va être toute la question. Mais donc l'hommage est poussé jusque au dispositif de l'appareil photo qu'elle va utiliser pour espionner ses voisins. D'ailleurs, donc, et puis le film s'ouvre avec des plans de Fenêtre sur cour avec qu'elle regarde à la télévision chez elle. C'est pas Vertigo Non, c'est Fenêtre sur cour. C'est Fenêtre sur cour le tout début. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce qu'il y a une citation peut-être un petit peu grossière en apparence, mais en fait, elle a du sens au niveau narratif, parce que justement, cette femme a toute une collection de DVD et de vieux films qu'elle regarde. Et justement, comme tu le dis, il réutilisera ce motif de l'appareil photo aussi en faisant des choses intéressantes et originales, parce qu'il y aura aussi une vraie importance au niveau narratif avec cet appareil photo. Parce qu'au début, on peut avoir le doute, on peut se dire putain, il nous refait Fenêtre sur cour, merci quoi. Mais on en peut fait, se dire, il nous refait paranoïaque quoi. Aussi, là, ce serait un peu moins intéressant, mais justement, il va aussi se réapproprier totalement ce genre et justement l'hommage Hitchcockien aussi dans sa mise en scène, parce que c'est aussi intéressant de voir qu'au départ, justement, quand on voit ces scènes où elle espionne ses voisins, on reste toujours assez à distance, on voit en fait son point de vue à elle, donc on voit à travers les fenêtres, mais de très loin, donc on devine un petit peu ce qui se passe, mais en même temps, le décor est un peu caché, et tout d'un coup, quand on arrive à la fameuse scène du meurtre, là, il fait tout péter. Ah oui. Tout d'un coup, on a des zooms, on voit la personne qui se fait assassiner en gros plan. Il y a des gerbes de sang. Les effets sonores deviennent hyper appuyés ou assez inattendus. Il y a un moment où elle sort un parapluie et on a le son d'une épée qui sort d'un fourreau. Enfin, là, il fait vraiment complètement exploser l'espace. Et du sang giclé sur la caméra aussi. Mais ce qui était aussi des choses que pouvait faire Hitchcock, justement. Moi, ça m'a beaucoup fait penser aux scènes de meurtre dans Psychose, par exemple, où là, tout d'un coup, il y a des effets hyper outranciers, où il brise complètement le rythme et la mise en scène un peu plus posée qu'il avait mis en place. Et cette idée de justement filmer la scène de meurtre de cette façon, de façon hyper outrancière, ça a aussi l'appareil du sens au niveau narratif, parce que dès le départ, on questionne la réalité de ce qu'elle voit. Effectivement. Patrick, au niveau justement de cet hommage à Hitchcock et peut-être du dispositif de mise en scène de Joe Wright, il y a à nouveau cette exploration de lieux plutôt fermés et à la manière en fait de Darkest Hour aussi, où il arrive à explorer ça avec aussi le clair-obscur et avec les différents cadres qu'il utilise pour mettre en scène son héroïne justement. Alors, je pense qu'effectivement, l'hommage à Hitchcock, il est bien là par rapport à l'idée de départ, c'est-à-dire qu'il y a quand même ce meurtre, mais je pense que c'est un film qui, dans Fenêtre sur cour de Hitchcock, on regarde beaucoup à la fenêtre, beaucoup. Là, je trouve qu'on regarde beaucoup à l'intérieur de l'appartement et de la vie de cette femme. Il y a beaucoup de scènes qui se passent à l'intérieur de cet immeuble, en fait. Les relations, les personnages viennent chez elle, ce qui n'est pas le cas, tellement à part le personnage de Grace Kelly dans Fenêtre sur cour, mais là, il y a beaucoup de personnages qui viennent. On va vraiment entrer chez elle, vu qu'il y a aussi cette chose nouvelle, c'est que dans Fenêtre sur cour, le personnage, il peut pas sortir parce qu'il a un problème à la jambe, il s'est cassé la jambe, et puis il peut pas, d'un point de vue mécanique, sortir. Là, elle est agoraphobe. Donc, elle ne peut pas sortir pour un point de vue psychologique. Donc, c'est autre chose aussi qui est amené et qui se distancie un petit peu. Je trouve que ça, on le ressent à fond dans la mise en scène. À fond. Et ça, du coup, bon, c'est peut-être présent dans le livre dont est adapté c'est aussi le cas, plus que. Mais après, Joe Wright, il va vraiment utiliser surtout ce matériel-là. En fait, c'est vraiment le portrait d'une femme, de ses inquiétudes, de ses traumatismes, de ce qu'elle vit au jour le jour. Et je trouve que les scènes intimes à l'intérieur, l'action est vraiment placée à l'intérieur et il y a quelques éléments qui viennent comme ça frapper de manière assez violente, assez inquiétante. Ça fonctionne très bien, le suspense. Toutes les scènes de violence arrivent de manière assez brusque et nous font sursauter. Ça fonctionne très bien aussi. Le meurtre, mais aussi un peu avant, il y a des enfants qui viennent taper à la porte, passer Halloween, et on est vraiment aux aguets, on sursaute
très souvent aussi. Ouais. Et puis le suspense Hitchcockien aussi, parce que on commence à s'inquiéter petit à petit de tous les personnages en fait, de savoir Ouais, quelles sont les intentions. On enquête en même temps qu'elle, on essaie, on suspecte plein de monde et on sait pas trop parce qu'on sait pas où ça va. Exactement. Pendant un bon moment. Ce suspense, toi, tu l'as ressenti, Flo ? Oui, je l'ai beaucoup ressenti, mais je crois que c'est plus le... Je reviens à ce que je disais avant, que c'est plus la mise en scène ou ce que Joe Wright veut impliquer, veut nous montrer, plutôt que dans le scénario en tant que tel ou dans les personnages en tant que tels. Pour moi, le thème du film n'est pas de savoir qui a tué qui, et le fait de savoir qu'est-ce qu'elle a vraiment vu, et encore une fois, la culpabilité. Et donc cette culpabilité qui va mettre en place plein de points de vue. Encore une fois, Joe Wright travaille beaucoup en point de vue, même s'il n'y a qu'un personnage. Différents points de vue vont arriver, mais c'est encore une fois, très opératique. Et donc c'est pas forcément dans le comportement, mais dans comment Joe Wright va nous montrer ces personnages et ce qui va nous révéler ou ce qui va faire en tant que rétention d'informations en fait. Plutôt dans ce style-là, je trouve que ça fonctionne excessivement bien. Moi, puisque c'est mon tour, je voulais revenir sur l'hommage à Hitchcock parce que moi, je ne l'ai pas beaucoup ressenti en dehors des trucs assez évidents. Julianne Moore qui est blonde, et le fait que le personnage de Amy Adams regarde tout ça. Moi, j'ai plutôt vu un hommage caché à David Fincher, et c'est d'ailleurs marrant que tu en aies parlé en ouverture. Thibaut, tu as dit que Panic Room était un film... Enfin, tu faisais la comparaison que Panic Room était un film mineur dans la filmographie de Fincher. Mais moi, je l'ai plutôt pris d'un point de vue... pour moi, c'est un film hommage, ou en tout cas qui s'inspire de The Game, pour le fait du doute, puisque dans The Game, on ne sait jamais si... Enfin, le personnage de Michael Douglas ne sait jamais si ce qui se passe est vrai ou pas. C'est exactement la même chose avec Amy Adams. Et ce que tu disais, Patrick, sur le fait qu'on voit plus l'intérieur de la maison et en fait moins l'extérieur, comme dans Fenêtre sur cour, ça rejoint complètement ce que Panic Room est. Et je trouve aussi que d'un point de vue visuel, mise en scène, de ton et d'ambiance, pour moi, c'est du David Fincher. Enfin, c'est pas du David Fincher, mais ça penche plus du côté de Fincher que de Hitchcock. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et ça se voit aussi dans La pluie, et ça je l'ai déjà dit, mais dans sa mise en scène, il utilise énormément la latéralité et les travelling, mais énormément. C'est très lent, et alors c'est pas du tout visible, c'est très peu visible parce qu'il fait pas des trucs à la Jean-Pierre jamais où tu vas vite sur un truc. C'est très fin et c'est tout le temps comme ça, de gauche à droite tout le temps. Ça pivote un peu des fois. Et la rambarde d'escalier aussi. Voilà, ouais, tout ça. Et il utilise, je trouve, mais à merveille. Encore une fois, la spatialisation et cette maison comme un peu l'esprit même de sa personnage principal en fait. Et là, il peut rejoindre un peu Psychose. Je trouve qu'il y a plus aussi des références à Psychose et à ce fameux manoir de ce film-là que à Fenêtre sur cour. En tout cas, j'ai plus eu l'impression que c'était un argument marketing qu'autre chose, même si ça y est clairement, mais... la fin, ça fait aussi Psychose, je trouve. Ouais, mais enfin voilà. Parce qu'il y a en fait ce côté aussi très théâtral à nouveau, au-delà du fait, qu'on est dans une unité de lieu, à savoir la maison de cette femme, et puis qu'on en sort quasiment jamais. Il y a aussi la manière dont sont incrustés les personnages, et la manière dont les personnages sont montrés, se tiennent face à cette héroïne, etc. Où moi j'ai ressenti une dimension totalement théâtrale. Le moment où il y a ce plan subjectif, où on vient dans la tête d'Amy Adams et où on regarde en fait les personnages qui sont vraiment parfaitement alignés, qui la fixent et tout, je me croyais au théâtre là, tu vois, qui brisait le 4e mur et tout, enfin quelque chose comme mais ça. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement on peut penser à Fincher au départ, mais moi je trouve qu'il s'en écarte progressivement parce que petit à petit il va justement, comme je disais, exploser tout ça et lorgner un peu plus limite vers du fantastique. Il va faire des cadres un peu débulés. Il va utiliser un peu plus le grand angle sur quelques plans, exploser vraiment l'espace, histoire justement de nous immerger vraiment aux côtés du personnage. Et c'est peut-être ça qui distingue un peu le film de Fenêtre sur cour, c'est que le héros de Fenêtre sur cour est finalement pas beaucoup travaillé dans sa psychologie. Ce qui compte, c'est effectivement l'enquête, de démêler le vrai du faux, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qui s'est passé. Là, on est vraiment plongé dans sa tête au fur et à mesure. Il nous immerge dans sa paranoïa et sa peur de l'extérieur. Et je
je trouve à ce niveau-là hyper intéressant ce qu'il fait avec les appels téléphoniques, parce qu'il y a beaucoup d'appels téléphoniques dans ce film, parce qu'évidemment que cette femme ne sort pas, et donc sortir, les contacts avec l'extérieur qu'elle a, c'est principalement des appels téléphoniques, sauf qu'on la voit quasiment jamais téléphoner en fait. On entend les conversations téléphoniques, mais sur des autres actions, sur ce qu'elle fait après ça, quand elle range ou quand elle observe par la fenêtre. Ça dynamise à fond le truc. Ça dynamise à fond, et ça a aussi du sens narratif, sans rien révéler, mais c'est aussi parfaitement justifié par le scénario. Ouais. Là-dessus, excuse-moi Patrick, mais je rebondis aussi sur le fait que j'ai parlé au tout début en disant que ce film avait souffert en fait de sa production, de reshoot, d'accueil froid, etc. Pour autant, tout ce qu'on dit là depuis le début, c'est étonnant, c'est-à-dire qu'on retrouve parfaitement Joe Wright en fait. Donc malgré les reshoots, malgré les soucis de production où on imagine aussi les contrôles et tout, on voit quand même totalement Joe Wright par ses éclats et puis. Mais c'est ce que disait aussi Thibaut par rapport. Il va utiliser sa capacité à créer de l'étrangeté, à créer un tableau différent, à composer un cadre de manière originale, pour semer le doute, pour questionner le spectateur pendant qu'on regarde le film. C'est-à-dire qu'il utilise tout ce qui est un peu possible comme moyen pour dynamiser et surtout questionner à l'intérieur de cet immeuble, de ce bâtiment, de cet appartement, et puis nous mettre en... On n'est pas dans un lieu commun, quoi. On n'est pas dans un lieu habituel, même si c'est un appartement à New York, etc. Et il va super bien explorer la maison sous différents angles, comme justement un Panic Room, enfin un David Fincher dans Panic Room, quoi. Et puis là, parlons-en aussi quand même, la photographie et la lumière, encore une fois. Donc photographie Bruno Delbonnel, à nouveau ici, qui travaille avec Joe Wright, et à la manière des heures sombres, ce jeu sur le clair-obscur, sur les bleus, sur les roses, etc. Enfin, moi, j'ai été bluffé par ça. Il y a des verdâtres en peinture. Esthétiquement, sur les murs. c'est un film pareil, c'est à nouveau un film à tomber, je trouve, de Joe Wright. Tu es d'accord, Florian? Oui, j'allais faire une blague, mais ça allait spoiler. Non. Donc voilà. Parce que effectivement, pour moi. c'est bien que tu dises ça. Tu parles de spoil parce que effectivement, donc c'est un film quand même à twist et à twist aussi nombreux. Et c'est vrai que même si là on dit quand même beaucoup de choses positives sur le film et à raison, parce que je pense effectivement que, enfin, on pense tous que c'est un bon film. On vous encourage vraiment à le voir effectivement. Même et c'est pas le plus grand des Joe Wright. Pourquoi ? C'est peut-être au niveau du scénario que ça pêche un petit peu plus. Scénario, on va le citer, signé Tracy Letts, qui donc était le scénariste de Bug et de Killer Joe de William Friedkin. Voilà, donc assez étrange. Et qui incarne le psy dans le film. Ah oui, bien sûr. Le psy d'Amy Adams. Ouais. Ah oui, c'est juste. Donc voilà, mais je pense que c'est plus au niveau du scénario que ça se trouve, et j'ai les mêmes réserves que toi, Patrick, avec le twist final où finalement... je trouve qu'il y a deux révélations en fait dans le film. Il y a deux révélations. Il y en a une qui pour moi m'a vraiment touché. Je dis pas plus, mais voilà. Mais l'autre révélation qui est plus au niveau de l'enquête, qui commente, pareil. Je sais pas pourquoi. La révélation soit pourrait fonctionner. Moi, c'est un peu dans l'exécution que j'ai un problème où le dernier acte il vire un petit peu dans le grotesque et ça pourrait marcher, mais je trouve qu'il en fait trop. Ça fait très Hitchcock, moi je trouve cette fin. Ça fait très Hitchcock, mais c'est pas forcément ça fait très Psychose. J'ai vraiment retrouvé ça en fait. Mais c'est vrai que l'outrance, ça nuit un petit peu à ça, parce que jusqu'à maintenant, avant ce twist final, moi je trouve que c'est plutôt un film très bien écrit. Enfin, pour moi, tout le cheminement, le mystère, etc., ça fonctionne hyper bien. Chaque révélation, chaque remise en question de ce qu'on croyait savoir, ça marche vraiment. Il y a juste ce twist final où tu te dis, un peu dommage, ça s'écroule un peu. Parce que le film choisit finalement. En fait, tout le long, on ne choisit pas de nous révéler si justement qui, quoi, comment. Et surtout, si elle est folle ou pas. Parce que c'est ça la question. Est-ce que finalement, c'est sa dépression et ses médicaments qui font qu'elle s'imagine son monde, ou est-ce qu'elle a raison d'avoir vu ce qu'elle a vu ? Et en fait, le film décide à la fin de révéler ça. Et je trouve dommage parce que il y avait une telle tension en fait tout le long du film à jouer entre les deux, et je trouvais ça tellement bien fait où vraiment je ne savais pas et j'étais perdu dans le film et je me perdais très très volontiers là-dedans. C'est finalement une explication assez simple et assez vue et revue dans d'autres thrillers. Totalement. Et c'est vrai que ça casse toute la subtilité, comme tu le disais, de est-ce qu'elle est folle ou pas, est-ce que machin. Et dès que tu mets une vérité, enfin une réalité en tout cas dans le cadre du film dessus, ça efface. C'est pas que ça efface, mais ça gâche un peu toute cette construction qu'il y avait eu avant. Il faudrait que ça soit très haut aussi, ou très surprenant. Ou alors qu'on reste dans cet inconnu.
dans le Ouais, doute ouais. jusqu'à la fin, mais voilà, là c'est peut-être de la prod qui a fait que il faut une fin, quoi, sinon. Mais après, ça, c'est pas du tout lié au film, ni à Joe Wright, ni à l'interprétation, ni à quoi que ce soit. C'est peut-être le bouquin, hein, c'est le livre, Peut-être en fait, le bouquin, simplement ouais. qui raconte ça. Ouais, c'est effectivement le twist du bouquin, mais je trouve qu'en en soi, le twist est cohérent parce que tout ce qui amène à ça, ce qui fait par exemple avec le personnage de Gary Oldman, ça a du sens pour amener jusqu'à cette révélation-là. Ouais. Mais c'est peut-être Et Il y a d'ailleurs, peut-être aussi, mais Thibaut disait aussi peut-être dans l'exécution, enfin dans la Bah ouais. réalisation, enfin, voilà. Mais d'ailleurs, parce que tu le mentionnes, parlons de ce casting. Et puis donc, à nouveau, du choix de Gary Oldman. Pourquoi ? Pour son outrance. Parce que justement, on a envie d'avoir un personnage en fait, qui sème le doute. Et par son outrance, et qui va être over the top aussi, et qui va semer le trouble sur justement l'existence ou non, en fait, de ce personnage. Et puis, sur ses intentions. Avec ce côté too much, ça rend ça. Peut-être vous entendre, vous, Thibaut, si tu veux enchaîner, peut-être sur le casting et sur la prestation d'Amy Adams. Oui, moi je la trouve excellente. Je trouve qu'on est vraiment. Voilà, Joe Wright nous place à ses côtés et nous place dans son esprit dès le départ. Et elle arrive parfaitement, je trouve, à retranscrire à la fois cette fragilité, cette paranoïa, cette détermination aussi. Ouais, je la trouve vraiment très bonne. J'ai entendu beaucoup de critiques à son égard, hein, comme Je quoi on comprends était pas. dans la pure performance où fallait chialer, qui prendre dit ça du poids. Qui dit ça Donnez-moi des noms. Eh ben écoute, Internet. Voilà. Encore lui. Non, mais les acteurs sont vraiment bien. J'adore la scène entre Amy Adams et Julianne Moore. Ah, elle est super. Où elles se rencontrent dans l'appartement. Il y a une vraie complicité entre les deux. On a l'impression de voir les deux actrices en train de parler entre elles. C'est excellent. Comme ça, ouais. de discuter, comme ça, de se rencontrer, de parler. Cette scène est vraiment très, très bien et amène vraiment ce côté de la connivence entre elles Ouais. qui est vraiment incroyable. Ça, je trouve que c'est vraiment au niveau. Elles sont vraiment bien. Et les petites deux. touches d'humour aussi, c'est assez drôle parce que là encore, ça fait penser à Hitchcock. À savoir, on est dans le thriller, on est dans la tension, on est dans l'enquête, on est dans le drame psychologique aussi. Et par petites touches, notamment une photo d'un chat et ce genre de choses, on amène des toutes petites touches un tout petit peu humoristiques qui permettent en fait d'amener ce décalage bienvenu et d'amener finalement cette légèreté qui fait partie de la vie, même dans des films les plus rudes soient-ils. Quoi. Légèreté, il faut le dire vite. Hein, quand Non, même. mais c'est très ouais. Non, mais disons que moi je trouvais ça assez bienvenu en fait. Ouais, L'humour qu'il y a et un petit ça peu participait à Parce l'hommage que à Hitchcock. Quoi. Je trouve qu'il y a quand même aussi un côté assez franc dans le côté graphique et de la violence dans le film. Le premier meurtre, ça gicle bien. Et puis vers la fin aussi, voilà, il y va y avoir des choses aussi assez violentes qui vont se passer. Ça y va assez bien gore, quoi. Ce côté graphique m'a assez surpris. Cette violence de la aussi part franche, de Wright, oui. dans un, pas forcément de la part de Joe Wright. Bah oui, c'est quelque chose qu'on a peu vu dans son cinéma, c'est clair. Même dans Anna, où j'ai pas le souvenir d'un film Non, d'action comme oui. ça, où j'ai pas le souvenir d'avoir eu des choses graphiques comme ça violentes Et la sanglantes. musique violente aussi Et de du Danny coup, Elfman quand c'est même. assez surprenant aussi dans une production hollywoodienne comme ça et tout d'un coup on est vraiment dans le film de genre, quoi. Je trouve que avec la violence graphique et le son, on a vraiment des séquences qui sont des vraies séquences de films de genre, quoi. Mais oui, Alexandre, Oui, la musique merci, de Danny Thibaut, Elfman, merci. effectivement. Ah oui, Mais Daniel non, mais Elfman, c'est on parlait tout à de fait Danny vrai. À Elfman. part ça, ce que dit Patrick sur vraiment, il y a le cinéma de genre et le cinéma bis justement qui vient s'intégrer par petites touches comme ça, ce qu'il avait pu faire avec Anna aussi, etc. Voilà. Donc la musique de Danny La musique de Elfman. Danny Elfman, puisque j'ai l'impression que tu veux qu'on en parle. Mais oui. Mais un là petit aussi, mot. Danny Elfman ces dernières années, c'est un petit peu compliqué, on dira. Mais je trouve quand même intéressant ce qu'il fait sur ce film-là. Je saurais pas ressortir. J'ai retenu aucun thème en particulier, mais il me semble que là aussi, il casse progressivement les bases qu'il pose, parce qu'on démarre sur une musique de thriller assez classique avec des gros violons, etc. Et puis tu as des petites touches électro, il me semble, qui s'insèrent petit à petit dans le film et qui là aussi vont un petit peu participer à changer le cadre et voilà, c'est intéressant. Alors pourquoi ce film a reçu tant de critiques négatives, quoi ? Je veux dire, on est tous les Parce quatre que les gens sont des positifs. peines à jouir. Parce que dès qu'on s'attaque à Hitchcock, les gens sont directs. Ah, c'est comme Kubrick, tu peut-être, vois. peut-être. Comment osez-vous ? Non mais un navet, quoi, je veux dire. Par merde. rapport aux Moi j'en veux références, plus des navets comme Par ça. rapport aux hein. références, il y a un autre film qui doit dater des années 90 à peu près comme ça, avec Sigourney Weaver et Holly Hunter qui s'appelle Copycat, Ah oui, c'est où c'est Holly Hunter qui est justement agoraphobe et qui peut pas sortir de chez elle,
et qui est plutôt sympa à découvrir aussi. J'en garde un très très bon moi aussi, souvenir, j'en garde un bon souvenir de avec ça quelque chose aussi. d'assez tendu. Maintenant, c'est un certain nombre d'années, donc, mais je pense qu'il y a pas mal de... C'est un film des années 90, quoi. Ouais, plutôt. Tu vois, Petite vraiment, recommandation. Petite reco sur la fin. Merci, Patrick. Bravo, Patrick. Plaisir. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour gentiment de Woman in the Window si je ne vois personne s'opposer Moi, à je voulais cette... juste dire un truc, c'est que Florian, oui. dans les méandres de merde qu'on a pu voir sur Netflix ces derniers mois, c'est quand même un de ceux qu'il faut aller voir, je trouve. Hein. Ah oui, Oui, absolument. voilà, je voulais finir sur ça, sur le fait Oui. qu'il était sur Netflix et que ça fait du bien de voir un bon truc, voilà, Oui. sur la dose qui nous délivre là depuis ces derniers mois. C'est dommage de le voir T'as sur tout à fait Netflix, c'est raison. pas En plus, au évidemment. cinéma, mais effectivement, du coup, c'est un bon argument pour Netflix. Ouais. Tout à fait. Il y a aussi raison. un truc par rapport à Joe Wright qui est intéressant dans le film, c'est le portrait de femme finalement, parce qu'il fait ça tout le temps et il le fait bien. Et je trouve que là, c'est un très beau portrait de femme aussi, C'est vrai, en plus d'un thriller. Ce absolument. qui sera sûrement dans la sélection Netflix, les femmes d'abord, ou je sais pas quoi. Ah, il y a vraiment une sélection Netflix comme Non, ça. mais il serait capable de la Oui, faire. c'est vrai, Ah, c'est oui. vrai. Apparemment. C'est vrai. Honorons les femmes, ou je sais pas. Honorer les femmes, ouais. Peut-être le jour de la journée des droits des femmes. Voilà, les amis. Du coup, donc on ne comprend pas ces critiques négatives. On vous encourage vivement à aller voir Woman in the Window si ce n'est pas déjà fait. Si c'est fait, si vous l'avez vu, dites-nous si vous êtes d'accord avec nous, ou plutôt avec Internet. Voilà, le grand méchant Internet qui dit que c'est pas bien ce film, alors que nous on dit que c'est bien. Dites-nous en On commentaire. le lit sur Internet. Et puis, bien sûr, soyez au rendez-vous puisque très prochainement, très bientôt, arrivera sur votre plateforme de podcast préférée une émission carrière consacrée à la filmographie intégrale de notre cher aimé Joe Wright. Voilà, puisqu'on aime ce cinéaste, on a envie de le défendre et surtout vous encourager à découvrir son cinéma. Merci de nous avoir écoutés. C'était le Saloon. À très vite.